Découvrons à présent la vision du sens de la vie d'un grand scientifique comme Albert Einstein. Albert Einstein est cet immense physicien qui a immortalisé son nom à la postérité grâce à ses prestigieux travaux sur la relativité, mais également de par ses points de vue théologiques et ses pensées philosophiques. Il reste cité à tout bout de champ, tel n'importe quel grand philosophe, et pour cause. D'ailleurs, une petite anecdote au sujet de ses travaux, Einstein était un intuitif. Il rationalisait par le calcul mathématique tout ce qu'il pressentait. C'est-à-dire, il pressentait d'abord et il créait ensuite ce qui correspondait. Donc nous avons fait une petite interview entre Sonia, qui va interviewer Albert Einstein, que voici pour changer. Oui, je sais pas... Albert. Est-ce que Albert Einstein, il a eu des lunettes ou non? Oui. Ah oui, donc je dois le remettre. D'accord. Mets tes cheveux en bataille aussi pour nous mettre un peu en situation. Ah putain, est-ce que c'est nécessaire? Vas-y, oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. La mise en scène, c'est important. Ça m'a pris un peu de temps pour les calmer, regarde. Bon, d'accord, on y va. Alors, cher Albert Einstein, pourriez-vous nous donner votre vision du sens de la vie? En apparence, la vie n'a aucun sens. Et pourtant, il est impossible qu'on n'en ait pas. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Il n'a pas d'ailleurs que deux façons de vivre sa vie. Une, en faisant comme si rien n'était un miracle, et l'autre, en faisant comme si tout est un miracle. Donc vous avez choisi la deuxième option. Pourriez-vous également nous livrer votre point de vue sur l'univers qui nous entoure et la place de l'homme en son sein, toujours philosophiquement parlant, s'il vous plaît? Ben évidemment, l'être humain fait l'expérience de son être, de ses pensées et de ses sensations comme étant séparées du reste d'un tout, et que nous appelons l'univers. Une sorte d'illusion d'optique de sa propre conscience. Cette illusion est pour nous une prison. Nous restreignons à nos désirs personnels et à une affection réservée à nos proches. Notre tâche est de nous libérer de cette prison en élargissant le cercle de notre compassion afin qu'elle embrasse tous les êtres vivants et la nature entière dans sa splendeur. Donc encore la compassion. Pensez-vous qu'elle fasse partie intégrante de la conscience que l'homme a de lui-même, une sorte de cadeau divin? Et d'ailleurs, croyez-vous en Dieu, professeur? Dans mon enfance, j'étais un garçon très religieux. Mais à 2 ans, j'ai commencé à lire des livres scientifiques, des bouquins de vulgarisation, et je suis arrivé à la conclusion que la plupart des histoires racontées dans la Torah n'étaient que des récits mythiques. J'ai cessé d'être croyant presque du jour au lendemain. S'il y a quelque chose en moi que l'on puisse appeler religieux, ce serait mon admiration sans borne pour les structures de l'univers. Ce qui est certain, c'est que la plus belle chose que je puisse éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. C'est le sentiment profond qui se trouve au berceau de l'art et de la science véritable. On remercie Albert Einstein d'être revenu sur la Terre pour nous faire cette interview. Oui, merci. Et maintenant, nous allons interviewer Bernard Werber, qui est ici à côté de moi. Un auteur français de romans bizarres et innovants. Enquête policière, aventure, fantastique, sagesse et philosophie, qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires sur toute la planète. Je m'explique son succès par le fait qu'il est quelqu'un de très en phase avec son temps, monsieur Werber. Vous connaissez Bernard Werber, non? Les fourmis, le jour des fourmis, l'Empire des anges, nous les dieux... non, ça vous dit rien? Ben, il faut lire ça, c'est très intéressant. Alors, allons-y. Alors, monsieur Bernard Werber, bonjour. Pourriez-vous nous donner votre vision du sens de la vie? Comme je sais que la question est vaste et personnelle, tout du moins, quel est le but vers lequel nous voguons sur l'océan de la vie? Voguons sur l'océan de la vie, c'est très joli ça, je vais noter quelque part. Eh bien, il me semble que le but de tout est d'évoluer. Je pense que nous sommes ici sur cette terre pour vivre l'aventure de la conscience, et dans cette optique, j'essaie d'augmenter chaque jour mon niveau de conscience. Aujourd'hui, les gens qui ont le pouvoir sont ceux qui peuvent communiquer. C'est déjà le signe que nous sommes sortis de la matérialité pure. Les informations qui circulent dans le monde entier augmentent le niveau de conscience. Plus personne ne peut ignorer le niveau de pollution, le trou dans la couche d'ozone, le changement climatique. Oui, alors à propos de ce flux d'informations qui accroît notre niveau de conscience, vous écrivez dans l'Empire des anges, il me semble,
que l'envie de C'est ça. savoir est le plus puissant moteur humain. Tout à fait. À mon niveau, j'essaie de créer des passerelles entre toutes les connaissances et tous les savoirs. J'aime quand les gens se posent des questions qui ne se posaient pas avant. Ceux qui lisent réfléchissent par eux-mêmes et ne se laissent pas manipuler. D'où mon envie de répandre un élan vers la connaissance. D'ailleurs, la liberté vient du savoir. Donc dans ce cas, quels conseils pourriez-vous nous donner pour évoluer vers cette connaissance de façon totalement indépendante? Eh bien, déjà, il faut commencer par lire. Tout simplement parce que ceux qui lisent sont capables de se forger une pensée personnelle, alors que ceux qui regardent la télévision n'ont que la vision réduite de la pensée commune. Lire, c'est se donner les outils de construire sa liberté et sa force. D'ailleurs, savez-vous que le monde est dirigé par des gens qui lisent? Ceux qui ne lisent pas seront probablement amenés à obéir à ceux qui lisent. Je vois. Donc commencez par lire, puis si possible écrire et être lu. Ce qui, dans votre cas, est une réussite incontestable. Merci. J'ai bien compris que votre but est de faire changer la perception du monde et le niveau de conscience de vos lecteurs. Mais sinon, mis à part vos ouvrages, que pouvez-vous nous conseiller comme lecture? Eh bien, il faut lire de tout. À titre personnel, j'ai commencé par Rabelais, La Fontaine, Edgar Poe, Jules Verne, dans un premier temps. Puis par Agatha Christie, Lovecraft, Flaubert. Ensuite par Isaac Asimov, Frank Herbert et surtout le meilleur pour la fin, Philippe K. Dick. À mon avis, le plus visionnaire et le plus original. Donc de la science-fiction également. Moi j'adore, mais que pensez-vous? Vous pensez vraiment que ce style de lecture est utile pour évoluer? D'ailleurs, au niveau des ventes, c'est un secteur plutôt en récession. Et je le déplore vivement. La science-fiction est un laboratoire philosophique, un questionnement sur l'avenir de l'humanité. Car ni les politiciens, ni les économistes, ni les philosophes ne le font plus. Ils savent que c'est tellement complexe qu'ils vont se planter. Or, on a tué la science-fiction depuis les années 70 en lui refusant toute promotion dans les médias. Et donc crever l'œil qui regarde l'horizon. Avec la science-fiction, la philosophie n'est plus uniquement intellectuelle, mais démonstrative et en action. C'est le dernier endroit où il y a des gens qui s'autorisent à avoir une vision sur le futur. Une vision du futur, c'est un thème qui vous est cher. Pouvez-vous nous parler de votre site internet L'Arbre des Possibles, un superbe site interactif qui reflète bien votre désir d'universalité et votre souhait de faire progresser l'humanité, car chaque internaute peut y poster sa vision sur le futur. Voilà, il s'agit d'un arbre virtuel où tous les internautes qui ont des idées sur le futur viennent les mettre comme des feuilles sur un arbre. Les feuilles se combinent les unes aux autres, ce qui donnerait a priori tous les futurs possibles. L'idée est que tout ce qui est bien aujourd'hui a été pensé par nos ancêtres. Et par conséquent, tout ce qui pourra être bien dans le futur doit être pensé maintenant. Nous devons imaginer une manière globale de penser le futur de l'humanité pour que celle-ci soit moins dure. Mais ne craignez-vous pas que les gens ne postent que des visions négatives, et ce qui risquerait par résonance, passez-moi l'expression, de nous retomber sur la gueule? Très juste. C'est pourquoi il faut construire notre vision comme quelque chose qui nous donne envie de le construire et de le créer. Car si on le gère mal, ça va juste nous apporter de l'angoisse. Tout comme il faut écrire le livre que l'on a envie de lire, il faut penser le monde que l'on a envie de vivre. Donc, quelque part, le monde est ce que l'on en fera. D'ailleurs, il est déjà ce que l'on en a fait. La direction qu'il prend ne peut être pas imputable. N'est-elle pas imputable qu'aux décisions humaines? C'est évident, d'autant plus que grâce à l'outil Internet, on a accès à toutes les connaissances. C'est juste qu'on n'en a pas assez d'outils intellectuels pour pouvoir cheminer dans ce savoir. En fait, sur Internet, on nous dit tout, mais on n'y fait pas attention. Eh bien, merci beaucoup. J'apprécie votre niveau de conscience, votre humanité en fait. Et vu le nombre de lecteurs que vous avez, je ne suis pas la seule. Comment en êtes-vous arrivé là? Quelque part, ma vie est un microcosme de l'humanité, et chaque jour, j'essaye effectivement d'augmenter mon niveau de conscience. C'est le sens que j'ai donné, sinon à la vie, du moins à ma vie. Pour cela, je tente constamment de me mettre dans la situation qui me permet de profiter au mieux de mon imaginaire et d'en faire profiter mon entourage. En leur donnant des conseils philosophiques. Oui, mais c'est de la philosophie fiction. La philosophie, dans le sens de base du terme, signifie qui aime la sagesse. Mon but est de donner envie aux gens d'être sages, de s'ouvrir. Le plus beau compliment que pourrait me faire un lecteur, ce serait « Vous avez changé ma perception du monde ». D'accord. Une toute dernière question. Avez-vous d'autres conseils à nous donner pour réussir notre vie, pour lui donner du sens? Eh bien, c'est simple. Trouvez votre mission, trouvez ce en quoi vous avez un talent particulier et utilisez-le afin d'être en phase avec vous-même. Réussir sa vie, c'est trouver son talent, trouver sa mission et la réaliser. Pour cela, il faut trouver un lieu, une forme d'expression, sortir de sa pression intérieure.
Il me semble que chaque individu a une pression intérieure qui est son moi authentique et qui a envie de sortir et de s'exprimer. Nous pouvons le faire par une forme d'art quelconque, mais aussi en faisant de la cuisine pour les autres, en s'occupant et éduquant ses enfants. C'est une forme d'expression. Car si l'on n'exprime pas cette pression intérieure, elle va finir par nous ronger et se retourner contre nous. Il est donc important de repérer cette énergie, de la faire sortir et de la répandre autour de soi pour être en phase avec vous-même et avec le monde. Merci Jackie. En fait, pour synthétiser tout cela, Bernard Werber, qui est un grand écrivain français, un générateur des idées en fait, on trouve dans tous ses livres toujours de nouvelles bonnes idées. Lui, c'est quelqu'un qui veut toujours changer le monde vers le meilleur. Tous ses livres, c'est un changement constamment de vision sur le monde. Il veut toujours d'autres mondes vraiment existent au sein de ce monde qui est devenu vraiment trop limité dans tous les sens du terme. Sa propre vision sur le monde est simple. Déjà, il faut commencer par élever sa propre conscience et partager ses idées qui sont bonnes avec tout le monde pour changer, comme je disais tout à l'heure, le monde vers le meilleur. Et sa propre vision sur le sens de la vie. Donc Bernard Werber, en fait, il nous invite à identifier sa propre mission, sa propre raison d'être, ce qu'on appelle aussi la raison de naissance. C'est-à-dire chacun de nous a une raison, une mission, mais si vous êtes capable d'identifier et de vous trouver cette mission, donc forcément ta place dans la société va être plus sûre et vous allez sûrement communiquer harmonieusement avec l'autrui en général. Donc ce sont deux points qui sont faciles et qui sont bien clairs. Et je crois que cette idée n'est pas nouvelle, en fait, n'est-ce pas Jackie? Donc je crois que Voltaire a déjà parlé sur ce genre de choses dans Candide. Oui, Voltaire disait il faut cultiver notre propre jardin. Ce qu'il entendait probablement par là, c'est que l'esprit de l'homme est au départ englué, plein de mauvaises herbes, mais s'il se cultive, s'il lit, s'il s'instruit, ce jardin, sans nul doute, donnera ses fruits, à condition d'être patient et de persévérer, car il faut bien sûr ensemencer et savoir attendre une récolte qui s'avère parfois décevante avant d'être féconde. Bon, Elisabeth voudrait qu'on parle davantage entre nous. On va vous lire juste la conclusion du livre, c'est un dernier petit dialogue. Et après, on va faire un petit jeu de questions-réponses avant qu'il ne soit trop tard. C'est rapide. Je crois. Non, voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que je vois que vous avez conçu. Non, mais je vois que ça ne te plaît pas. Non, c'est pas ça. Je vois que vous avez conçu votre conférence comme finalement une pièce de théâtre. Ça m'a fait un peu penser à Molière, et j'aurais envie d'appeler notre pièce, votre pièce de théâtre, les Didi savants.